Bonjour, bienvenue dans cette deuxième Research Hub de cette année. Je suis Roald et chez moi j'ai Cathy Foucault, une de nos chercheurs. Bienvenue. Merci. Il y a quelques semaines, je pense que c'était OpenAI qui ont coupé une de ses services. Je pense que c'était le service avec des vidéos. Oui, c'est étonnant. Je pense qu'ils ont leur raison. C'est peut-être pas viable comme modèle économique, je n'en sais rien. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a certaines incertitudes autour des modèles. Et pour nous, ce n'est pas toujours facile à gérer. Pourquoi? Parce que les modèles changent constamment. Ouais. Que leur comportement, on ne peut pas vraiment les prédire à l'avance. Déjà, ça, c'est une chose. Et puis, oui, si un service est arrêté, comme ça a été chez Soleilman, eh bien, si on dépend de ces modèles, heureusement, celui-là, on ne l'utilise pas. Je ne crois pas qu'ils feraient ça avec, je ne sais pas, GPT-5. Beaucoup de gens utilisent. Mais oui, c'est embêtant. Et aussi, l'incertitude, aussi au niveau des prix. Donc là aussi, il y a quel modèle ils vont mettre en place, mais aussi quelle politique de prix. Pour l'instant, les prix sont assez bas. On sait que ça devrait coûter plus cher que ça ne coûte maintenant. On sait que il faut beaucoup d'argent pour développer ces modèles. Ils ne rentrent pas dans leur compte. Là. Oui. Comment est-ce qu'on peut se protéger de manière fiable? Oui, on va essayer, bien sûr, hein, mais quelles sont les différentes tactiques? En fait, ce qu'on essaye d'avoir, c'est d'avoir le contrôle. On utilise ces modèles pour faire des applications. Les applications sont basées sur l'IA. Et pour ces applications, on doit garantir le fonctionnement continu. Ouais. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir un minimum de contrôle et donc déjà d'éviter le vendor locking. Si on a une situation comme ça, d'avoir le choix de pouvoir passer d'un modèle à l'autre. Donc ça, c'est l'idéal. Mais on sait aussi qu'il y a très peu d'acteurs en fait qui développent ces modèles-là. Donc ce n'est pas comme si on avait le choix. Surtout que ça doit répondre à certaines exigences. On dépend en fonction des use cases. On pourra peut-être pas utiliser un modèle du cloud. Parce qu'on est sur des données sensibles, surtout dans notre secteur. Donc, le choix est quand même difficile. Beaucoup d'options. Plus il y a d'acteurs sur le marché, plus il y a de bons modèles, évidemment, plus il y a de choix et plus on peut se rabattre sur autre chose. Mais aussi, en sachant, ces modèles sont... Là où ça change des applications traditionnelles, c'est qu'on utilise un modèle, on a certaines performances, mais si le modèle évolue, il faut s'assurer qu'on garde les mêmes performances. Tout ça est difficile de prédire à l'avance, vu que c'est probabilisé. Et si on change de modèle, il faut aussi s'assurer que va toujours garder les mêmes performances. Oui, je peux m'imaginer que ce n'est pas si facile parce que tu dis, OK, on veut éviter le vendor locking, c'est bien, oui, mais quand on change de vendor, de fournisseur, on risque aussi de refaire tous les tests. Oui, parce que beaucoup d'applications tombent sur des plateformes, on va dire, comme Azure, Microsoft, où ça va être Google Cloud, mais tout est intégré dans ces plateformes. Donc, il est difficile de dire, je pense que c'est comme ça pour tous les projets IT, on dit même traditionnels, mais pour l'IA, encore plus difficile, à mon sens. On est sur une plateforme, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Non. Ce n'est pas justement de plug and play. Ah oui, je ne veux plus ce LLM-là. Je plug un autre. Mais les plateformes en général proposent quand même tout choix de modèles différents. Donc, si je ne me trompe pas, par exemple, la plateforme Google Cloud, forcément, on a accès au modèle Google, mais je pense qu'on a aussi accès à d'autres modèles. Est-ce que c'est exactement ces modèles-là qu'on veut? Peut-être pas ceux qui nous intéressent le plus. Oui, on doit avoir des connecteurs sur ces différents, sur la plateforme vers les différents fournisseurs. Oui, ce n'est pas si simple. Jusqu'à récemment, Microsoft, par exemple, avait une relation exclusive avec OpenAI. Mais là, ils se diversifient. Je pense que ce risque-là est quand même... Ils ont compris ce risque. Donc, ils ont aussi des contrats avec Anthropic, par exemple. Oui.
Alors ça, c'est une approche, si tu veux, pour s'assurer un peu de ne pas avoir un vendor lock-in, mais aussi d'être adaptable. Est-ce qu'il y a aussi d'autres approches? Oui, en fait, il y a cette idée d'avoir le contrôle. Ce qu'on voit de plus en plus, donc là on parle de produits, mais il y a aussi, on va dire, le contexte géopolitique, il y a aussi le contexte des données. Ouais. Je disais tout à l'heure qu'on a des données sensibles, surtout dans notre domaine, qu'on n'a pas envie d'aller voir vers d'autres pays étrangers. Ouais. Les deux grands fournisseurs d'AI, c'est la Chine et les États-Unis. En Europe, on utilise surtout les modèles qui viennent des États-Unis. Oui, oui. Et en Europe, on a Mistral, mais ce n'est pas si puissant que les autres, je pense. La connaissance Mistral n'est pas aussi performant que ce qui est développé par OpenAI ou par Anthropic. D'un autre côté, a-t-on besoin toujours du plus puissant des modèles? Ah, oui. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. De quoi avons-nous besoin? Pour quel use case? Et là aussi, on va prendre le modèle le plus adéquat, des petits modèles, peut-être même de l'open source, ou ce qui fonctionne et ce qui est viable aussi en termes de prix. Et il y a cette question, oui, mais en Europe, qu'est-ce qu'on a finalement? On est très dépendant de donc, du cloud, c'est des capacités computationnelles, ça c'est une chose, des modèles, on n'a pas tout ça en Europe et beaucoup de pays se réveillent et on entend de plus en plus parler de la souveraineté. Il y a aussi d'autres initiatives je pense qu'il y a une initiative européenne aussi de développement de modèles européens dans les 27 langues. Ce qui est important parce que ces modèles sont surtout développés pour l'anglais. Ils sont multilingues, c'est vrai. Mais les données, et encore, on n'a pas une vue là-dessus, sont surtout des données en anglais. Et il y a des langues qui sont minoritaires, qui ne sont pas forcément représentées dans ces modèles. Donc, c'est aussi ce qui pousse certains pays à développer leur propre initiative. Et donc, il y en a une, je pense que ça s'appelle Open Euro LLM, initiative européenne. La Suisse a aussi développé un modèle, Apertus, donc il y a des initiatives. Les Pays-Bas aussi ont développé leur modèle pour leur administration, entre autres. Oui. Ça sont des développements par des gouvernements ou des pays indépendants l'un de l'autre. Des choses, et je pense que tu as un peu touché là-dessus, c'est, OK, on a un LLM et on a le fournisseur de l'LLM, mais c'est aussi possible de télécharger, par exemple, le vector space de DeepSeek et de le mettre dans notre propre data center ou dans ton ordinateur même et de faire quelque chose avec. Oui. Donc là, ça ne résout pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut vouloir développer son propre LLM. Et là, je citais par exemple le cas des langues. Donc, il y a des langues qui sont présentées. Là, on veut développer son propre LLM juste parce que ce qui est aussi intégré dans ces IA génératives, ce sont des valeurs, ce sont des langues. Donc, et si nos valeurs sont différentes, X, Y raison, on veut développer son propre LLM. Donc ça, c'est une raison. Mais l'autre, ça pourrait être d'avoir le contrôle de ces données, d'être dans son environnement ou dans un environnement pour nous européens. Et là, effectivement, on va utiliser, entre autres, des modèles open source, pas nécessairement si un grand modèle qui est disponible dans un environnement cloud européen, c'est aussi valable. Parce que bien sûr. C'est juste une question d'être sûr que les données restent sur le territoire européen. Et on peut aussi télécharger effectivement des modèles comme DeepSeek qui sont des modèles open source. Pour l'instant, on ne peut pas le faire et bien sûr. D'autres considérations là-dessus. Donc, la sécurité n'est pas garantie. Il y a DeepSeek, mais il y a aussi d'autres modèles open source. Oui, ça aussi, on peut le faire. Mais d'un autre côté, ça coûte cher. Il faut avoir les connaissances, il faut avoir l'infrastructure. Tout ça, il faut avoir l'infrastructure, des GPU entre autres. Pour nous, en tout cas, c'est pas si évident d'en acquérir. Il faut aussi avoir donc les ressources, mais aussi les personnes qui ont les connaissances. Et donc, c'est comme je disais,
quelle option est-ce qu'on va choisir? Tout dépend de notre, de notre use case. Mais c'est vrai que, et je pense qu'au niveau européen, il y a beaucoup de actes qui sortent, qui travaillent là-dessus. Par exemple, le CHIPS Act pour avoir accès justement à l'infrastructure, ou le Cloud Act. C'est pour que ces barrières soient diminuer aussi ces barrières, pouvoir avoir une infrastructure, parce que ce n'est pas qu'une infrastructure, il faut aussi l'énergie pour alimenter les data centers. Donc il y a tellement de choses qui rentrent en compte, et donc il faut faciliter ça, avoir aussi l'écosystème, avoir les personnes, avoir formé à développer de l'IA, à faire tourner cette IA. Oui. Alors, ce n'est pas justement télécharger, le mettre sur son ordinateur et on est parti. Oui, nous, on le fait, c'est bien pour d'époque où, et si on veut avoir quelque chose de solide à mettre à disposition, dans notre cas, par exemple, des citoyens, quand je dis quelque chose, et bien derrière, il faut déjà une solide infrastructure. Ce n'est pas la même chose. Oui, et ça revient de nouveau un peu ce que tu as déjà mentionné, c'est aussi le contrôle. On veut avoir le contrôle. J'ai dit, on peut vouloir un chatbot pour soi-même, pour la langue, je dis pas langue, culture, pour avoir le contrôle sur ces données. On peut aussi vouloir développer sa propre IA, simplement parce que ça doit être adapté à nos contextes, notre contexte. Donc, si je prends le cas de GPT disponible, donc mis à disposition par OpenAI, c'est généraliste, mais il y a parfois des use cases où ça ne fonctionne pas. Ce sont des domaines spécifiques, peut-être propres à la Belgique ou l'Europe, et là, on doit développer ces modèles pour qu'ils fonctionnent dans ce domaine spécifique, avec le langage de ce domaine. Et donc là aussi, on voudra développer nous-mêmes notre IA souveraine. Aussi pour des questions régulatoires, par exemple. Oui, bien sûr. On a d'autres réglementations que, par exemple, les États-Unis, quoique là aussi, ça change. Il passe du dérégulé à réguler de plus en plus. Donc, c'est assez récent. Les modèles doivent être maintenant approuvés par le gouvernement. En tout cas, c'est sur la table. Donc, il y a de multiples raisons. Et c'est là que, quand on parle souvent, malheureusement, l'IA souveraine est associée à... Ça doit être sur notre territoire, ça doit être développé en Europe. Pas vraiment. Non. Je dirais plutôt c'est une histoire de contrôle et du contrôle dont on a besoin, et aussi de limiter des risques. Là, je parlais des cas de données sensibles ou pas. Il y a différents cas de figure, différentes façons d'avoir ce contrôle. Et... différentes approches. Donc, juste dire IA souveraine est égal sur le territoire européen, c'est pas exactement correct. Non, et je pense que c'est aussi une question, en fait, comme tu dis, d'équilibre. Combien d'efforts est-ce qu'on veut y mettre pour réussir à ce qu'on veut? Parce que ça, c'est en fait, le but est le plus important, pas le moyen. Voilà. Il y a un coût derrière. Est-ce que c'est viable à long terme aussi? Est-ce que si on veut tout construire nous-mêmes, donc vraiment avoir l'infra, le modèle et puis les applications, on perd du temps, on va peut-être perdre des ressources. Et peut-être qu'il faut juste se focaliser sur les applications et, comme je disais, avoir cette possibilité d'éviter le vendor locking, avoir cette possibilité de changer et développer le plus vite possible des applications, quitte à fine-tuner des modèles. Mais voilà, c'est faire ce qui est, atteindre bien avoir les objectifs en tête. Et mettre tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, mais sans pourtant vouloir tout maîtriser. Le contrôle surtout, ça dépend du risque. Est-ce qu'il y a une checklist pour dire, ah oui, ok, allez, j'ai cette requête et cette requête, alors voilà, je mets tous mes coches et à la fin, je reçois la réponse, oui, tu dois mettre quelque chose en place comme ça. Pas que je sache, on n'a pas encore cette checklist. Et puis, je pense que c'est possible aussi si on a au minimum une vision sur le paysage. Comme je disais, maintenant, il y a tellement de choses qui bougent. Oui, bien sûr. Même au niveau européen, que non. Là, ce qu'on a, on a notre, en tout cas chez SMAS AI Evaluation Board, et c'est vraiment au cas par cas. Et puis les choses évoluent
tellement vite. On essaye aussi d'avoir des checklists de gouvernance. Oui. Et les choses évoluent tellement vite que la checklist ne sera pas viable longtemps. Donc, mais ce qu'il y a, il faut vraiment mettre des groupes de réflexion autour de ça. Il faut aussi communiquer, par exemple, dans notre cas, entre institutions, savoir ne pas faire les choses dans son coin. Ça, c'est très important. Oui. On doit s'en parler. Oui, bien sûr. Oui. Oui, je pense que ça, c'est aussi intéressant. Chez SMALS, bien sûr, on est en train de ne pas laisser passer le train, si tu veux. Voilà. On est bien au courant. On a le centre de compétences de l'IA, on a l'Innovation Board. Est-ce que tu peux me promener un peu comment, quand quelqu'un de nos collaborateurs ou quelqu'un d'une institution, ils disent « Ah oui, j'ai une idée pour utiliser un certain IA », comment ça se passe? Oui. Déjà, j'ai une idée pour utiliser l'IA, c'est déjà red flag. Oui, ok. Oui. Donc, quel est le problème? Souvent, c'est ça. Parce qu'on a une idée de la solution. Je veux de l'IA ou je veux. Mais on a donc ce centre de compétences. Ça, c'est très important, c'est une première chose à mettre en place. Et c'est aller analyser le problème et voir vraiment est-ce qu'il y a besoin d'avoir Oui. Et ça, par contre, on a une checklist de vraiment creuser parce que ça semble tellement simple d'avoir une souscription sur ChatGPT, par exemple, et de faire plein de choses intéressantes qu'on se dit, mais il n'y a plus qu'à et je vais résoudre mon problème. Mais les choses sont souvent plus complexes que ça. Et donc, on a vraiment construit une méthode et une checklist pour vraiment bien analyser le problème. Après, il faut trouver la solution. Et là, il y a aussi une certaine analyse donc il y a le besoin en soi, mais à quel point les données sont sensibles. Et si on tombe sous la réglementation de l'AI Act et du GDPR, donc on analyse tous ces besoins-là. Et quelles solutions est-ce qu'on a proposées? Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que nous avons déjà fait ce dont nous avons la maîtrise chez SMALS? Mais voilà, il arrive qu'on peut penser un projet avec une solution A et quelques mois plus tard, en fait, il y a déjà une solution B toute faite qui est sortie. Comme je dis, ça évolue rapidement. Et malheureusement, on n'a pas toujours le temps, puisque nous sommes aussi soumis aux tender, les HR, ce genre. Ça, ce n'est pas le temps de l'IA, donc voilà. Là, c'est difficile. Oui. Est-ce que c'est aussi un peu une opportunité que nous, comme SMALS, mais aussi dans le gouvernement, on doit avoir ces marchés publics et le marché public, ça, une des avantages, je pense, dans ce cas-ci, c'est on met en avant, ça sont nos requirements pour les 4 années qui viennent et les fournisseurs, ils doivent s'accorder avec ça et de mettre en place un prix fixe. Est-ce que ça, c'est une opportunité ou plutôt un risque, comme tu vois ça? Avoir une seule... Non. Oui, donc là, je rentre sur un terrain que pas totalement mes compétences, mais on a déjà eu ce genre de demande d'avoir quelque chose de sûr dans les 4 ans à venir. Oui. Si on a dit non, on ne peut pas. En tout cas, pour ce qui est de l'IA, ça va tellement, c'est ce que je dis, les choses bougent tellement vite qu'une solution qu'on va envisager maintenant sera peut-être déjà invalidée. Donc, c'est difficile de garantir qu'on ait une solution sûre, déjà juste sûre avec l'IA, sachant le caractère encore une fois probabilistique des modèles. Il y a un niveau de déterminisme qu'on ne peut pas garantir dans nos solutions. Déjà, c'est une chose. Mais aussi que ça n'évolue, garantir les prix, je disais tout à l'heure, ces modèles, pour l'instant, c'est pas trop cher, mais certains prédisent que les prix vont beaucoup augmenter. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas garantir sur 4 ans. On ne peut pas avoir cette certitude sur... Mais encore une fois, je sors là un peu de mes compétences. Oui, ok.
Oui. Alors, on a touché un peu, si tu veux, les trois approches. Comment on peut garantir un peu de contrôle ou d'avoir un peu de contrôle sur les IA. Ce qu'on n'a pas encore touché, c'est en fait la construction des applications, parce que ça, c'est aussi en fait une manière d'avoir du contrôle, je pense. Oui, mais aussi, je pense, je ne suis pas économiste, mais d'être dans le coup, entre guillemets. Mm-hmm. De plus en plus de choses innovantes vont se construire avec les IA. Oui. Et oui, on doit apprendre à maîtriser cela et à développer des applications. Il ne faut pas rester avec une technologie d'il y a quelques années, alors que d'autres pays, d'autres régions avancent très vite là-dessus. Donc oui, ça, on doit de toute façon, entre guillemets, je ne sais pas, contrôle, mais maîtriser. C'est quelque chose qu'on va maîtriser, le développement des applications. Mais effectivement, si tout est il y a toute une chaîne là, pour développer ces applications. Là, on repart sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, les modèles, les infra. Oui. Jusqu'où est-ce qu'on va dans le contrôle sur cette chaîne? Mais dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est développer des applications innovantes avec l'IA. Oui. Et je pense qu'on est en train de faire ça. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y a une application dont tu es vraiment excited? Mais je dirais que moi, il y a déjà quelque chose de bien chez Smiles quand on voit comment les gens s'intéressent, adoptent l'IA, proposent des idées chez Smiles. Je trouve déjà ça génial. Et donc, à notre modeste niveau. Oui. Parce que je pense, je ne peux pas parler au nom des personnes de chez Smiles, je pense qu'on laisse aussi l'espace pour que ces idées s'expriment. Et voilà, il faut mettre de l'énergie dans les plateformes, c'est ce que nous faisons aussi, en tout cas au Competency Center fait, de mettre les moyens à disposition, mais aussi il faut quelque part stimuler cette énergie. Oui. Ok, je pense que ça c'est un bon message pour conclure. Alors, n'avoir pas peur de l'IA, expérimenter et utiliser l'espace que Smiles nous propose en fait. Ok. Voilà, merci beaucoup Cathy, c'était vraiment intéressant sur l'IA et la souveraineté. Merci. Voilà. Et à vous, à la prochaine.